Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h, nous sommes en direct du lundi au jeudi, on vit pas dans la même France et ce soir c'est notre dernier soir de la semaine, je suis très triste, voilà. Très triste, vous allez énormément me manquer ce week-end. Alors ce soir nous avons une énorme émission, quelque chose de spectaculaire, ma fille aurait rêvé être là, attention. Rendez les bijoux de la couronne. Alors, je vous explique. Cette phrase-là, je l'entends tous les jours chez moi depuis bizarrement 10 jours. Mais alors, tous les jours. C'est devenu une institution. Ce soir, on reçoit, attention, Pierre-Jean Chalençon, collectionneur d'art, personnalité publique. Maintenant, on ne présente plus Pierre-Jean Chalençon, c'est une star internationale. Voilà. Et il va débattre avec Jordan Guiton, qui est député Rassemblement national de l'Aube. Nos politiques ont-ils délaissé la culture et le patrimoine de la France? C'est un vrai sujet. Et je suis accompagnée, comme tous les soirs, de Mathias, la star des réseaux sociaux. Ah, bonsoir Magali, encore. Eh ouais. Pourquoi ça? Pierre-Jean, pourquoi à ton avis on met la musique de Miss France? Parce qu'il est très beau garçon, non? C'est Ah, merci. pas mal. Monsieur le député. Pas d'idée. Parce que Mathias, il y a eu des Miss France, voilà. Ah. Voilà. Et on cherche à savoir lesquelles, mais... Ouais. Ben moi C'est j'aimerais très bien secret. être une Miss alors. Alors, Affaire conclue. alors malheureusement je suis pas dans cette équipe. Mais Mais t'inquiète pas, il y a des remplaçants. Alors, mais je te donnerai les noms quand on rendra les bijoux. il a réussi à faire rougir Mathias, notre Pierre-Jean c'est le micro, national. Alors, Pierre-Jean Chalençon, tu es un collectionneur d'art passionné, connu pour ta personnalité flamboyante, ton amour de tout ce qui brille. Tu es un grand admirateur de Napoléon Bonaparte. Je crois que tu as les chaussettes de Napoléon, c'est ça? J'ai tout, les caleçons, les chaussettes, les cure-dents, le T'imagines dentifrice. T'imagines, t'as le caleçon avec Napoléon Bonaparte. Moi j'ai dessus. les caleçons Magali Berda. Ouais, d'accord, allez, arrête. Alors, tu possèdes l'une des plus importantes collections privées d'objets liés à l'empereur. Tu es une figure médiatique, souvent invitée dans des émissions de divertissement. Tu cultives un personnage excentrique et sans filtre, faisant de toi un incontournable du monde des people français. Merci d'être avec nous. Merci ma chère Magali. Merci à toi d'être avec nous. Comment en est venue ta passion pour Napoléon? Écoute, je suis tombé dedans quand j'étais petit, je suis un peu Astérix ou Obélix, j'ai pas pris le poids, mais je suis tombé dans le chaudron. Mes parents, j'avais 8 ans, j'habitais à Malmaison, Saint-Germain-en-Laye, et mes parents un jour m'ont m'ont emmené là-bas, et ils m'ont offert une bande dessinée. J'ai dit, je veux collectionner Napoléon, j'aime Napoléon. Et 50 ans plus tard, je suis toujours fou de Napoléon. Je suis en train de me séparer d'un certain nombre de collections parce que j'ai envie de vivre. La collection, c'est quelque chose de très prenant, mais ça n'empêche que j'aime la culture, j'aime l'histoire, et que depuis quelques semaines, je me suis encore plus investi suite à cette terrible hold-up du musée du Louvre. Et comment tu as fait pour avoir cette si grande collection d'objets? T'as quelle collection, toi, exactement, là? Écoute, c'est la passion. Bon, écoute, j'ai tout eu. J'ai eu 2 chapeaux de Napoléon. Là, je viens d'en vendre un. J'ai eu le trône. J'ai le testament. Enfin, j'ai les conditions du testament. Enfin, j'ai plein de choses. T'as le testament de Napoléon? Oui, enfin, je viens de le vendre, là. Mais Alors, attends. oui, Ça coûte combien? je sais pas, 500 000 balles. Arrête. Mais j'ai fait une vente à 8 millions d'euros quand même, là, il y a 2 mois. Mais j'ai vendu que bon 80 pièces. Mais t'as vendu quoi? Des conneries, quoi. Enfin, des gens que Des conneries, oui. Non, oui, mais- oui, oui. Oui, 8 millions d'euros, c'est pas des conneries. Oui, Hein. enfin, J'ai c'est pas vendu non des plus. conneries, Oui, on fait des conneries. Maintenant, j'appelle ça aujourd'hui mes conneries parce que quand je vois le peu d'intérêt que portent les Français à l'histoire et aux objets, oui, je me dis que. Et la ministre de la Culture, d'ailleurs, c'est pour ça que je lui ai fait une spéciale dédicace chez Hanouna. Mais tous ces gens-là servent à rien. C'est des gens qui. En fait, les ministres de la Culture qu'on a depuis 15 ans, d'ailleurs, qui étaient tous aux obsèques de mon ami Frédéric Mitterrand. C'était la seule chose de bien qu'ils aient fait tous, c'était se rendre aux obsèques aux obsèques de Fred. Mais tous ces gens-là sont là pour avoir des strapontins. Rachida Dati, elle veut être maire de Paris. L'autre, il voulait être maire de je sais pas quoi. Ce sont des gens qui pour se donner une fonction, un style, voilà. Et c'est ce que j'espère, c'est si demain nos amis du Rassemblement national gagnent l'élection législative, ils mettent quelqu'un d'intelligent, de brillant, Présidentielle, tu veux dire? voilà, ou présidentielle. Non, mais enfin, de toute façon,
il y aura des élections législatives anticipées. Donc j'espère qu'on mettra des gens qui sont des vraies personnes qui aiment la culture. On en a ras-le-bol de servir, de faire valoir. La culture, c'est passionnant, c'est l'histoire de France. Tu sais que la culture, ma chérie, ça fait aujourd'hui près de 100 millions de visiteurs qui viennent tous les ans en France. C'est une manne financière colossale. Pour l'économie, c'est colossal. C'est les hôtels, c'est les restaurants, c'est les boutiques, c'est les musées. Le musée du Louvre dont on parle, avec ce rapport accablant que j'ai vu de la Cour des comptes tout à l'heure, mais c'est terrifiant. Il y a près de 10 millions de visiteurs par an. 10 millions, c'est colossal. Ouais. Ils devraient être pétés de thunes et ils nous racontent qu'ils n'ont pas un rond. Allô, quoi, comme disait... Et tu as marqué aussi le programme Affaires conclues sur France 2. Pourquoi on t'y voit plus sur France 2 là ? Parce qu'ils m'ont viré. Ah, pourquoi ? Parce que j'étais un ami de Jean-Marie Le Pen. Ça fait chier d'être ami avec un homme qui est brillant. Ah, et c'est pour ça que tu penses qu'ils t'ont... Ouais. Ça n'engage que vous. Enfin oui, c'est un visionnaire. En tout cas, il avait compris ce qui se passe aujourd'hui. Mais non, mais enfin, ça c'était officiellement. Officieusement, c'est parce que j'avais dit sur Lynn Renaud, parce que c'est tellement une gentille sorcière. J'avais dit à Lynn Renaud, parce que Lynn Renaud avait fait un tweet en disant Johnny, tu me manques tellement. Et moi, j'avais répondu si te manque tant que ça, quand est-ce que tu le rejoins ? Et donc, c'est de l'humour. Mais c'est de l'humour de Thierry Leluron de Coluche. Donc, elle a appelé tout le monde. Elle a appelé vraiment tout le monde, et pendant 10 jours pour que je me fasse virer. Voilà, donc elle a réussi à me faire virer de France 2. Voilà, c'est tout. Tant pis pour eux, pas pour moi. C'est quand même un peu hard de dire à quelqu'un il faut que tu le rejoignes. Alors c'était pas méchant. C'était de l'humour. Mais est-ce que tu comprends qu'il y a des gens des fois qui sont un petit peu en décalage avec cet humour ? Oui, parce que les gens n'ont plus d'humour. Alors autant aller directement au Père-Lachaise, ça sera mieux pour eux. Alors, explique-nous ce que c'est cette histoire de Rachida Dati. Est-ce que tu comprends que ce que tu as dit sur Tout beau tout neuf, sur Rachida Dati, ça soit passé pour des propos racistes et que ça a pu la blesser ? Est-ce que tu peux comprendre ça ? Moi, je vais vous dire une chose. J'ai été un des principaux soutiens, médiatiques en tout cas, d'une personnalité médiatique de Rachida. Je la connais très bien. Je suis même été voir plusieurs fois à son bureau dans le 7e. On se connaît, on s'envoie des messages régulièrement. Là, ça fait un bout de temps que j'ai pas eu de ces messages. Bon, pour moi, elle est très mauvaise en tant que ministre de la Culture. Elle n'a plus envie de t'envoyer de messages. Non, mais j'ai pas de problème. C'est pas méchant ce que j'ai dit. Franchement, j'étais un peu excité, un peu énervé. Mais les gens qui me connaissent savent totalement que je suis pas du tout raciste. C'est vraiment ridicule. Et voilà. Mais ceux qui vous connaissent, mais en télé, dire une phrase comme ça, c'est quand même un peu raciste. Mais non, c'est pas raciste. Alors sale macaroni, c'est quoi quand les gens du LFI traitent les gens de sale macaroni, c'est pas raciste ? Moi, j'ai jamais dit ça. J'aime le salade de couscous, c'est pas méchant. Non, mais je suis un lanceur d'alerte, cher ami. Et quand j'ai pris un tel niveau médiatique depuis 3 semaines, vous savez, même le président des États-Unis a vu ma vidéo. J'en suis à des dizaines de millions de vues sur X, centaines de millions si je calcule tout ce que... ça a fait peur à certains, et ils se sont dit il a dit ça, c'est horrible, mais il n'y a rien de méchant. Si j'avais voulu être méchant, j'aurais dit autre chose sur elle. D'ailleurs, elle a été très sympa parce qu'elle était sur votre plateau hier ou avant-hier. Connaissant Rachida, quand elle n'aime pas les gens, elle les destroy. Elle ne m'a pas destroy, elle était charmante. Elle a dit quoi ? Que c'était pas très grave, que j'avais l'habitude de faire des saillies, etc. Ce qui est la vérité, elle me connaît. Vous n'avez pas eu au téléphone depuis ? Non, mais j'adore Rachida Dati. Putain, c'est quand même un truc de dingue. Simplement, c'est pas une bonne ministre de la Culture. Voilà, c'est tout. Alors, tu penses qu'elle sera meilleure maire de Paris ? Ah oui, je pense. Donc, tu penses qu'il faut voter pour Rachida Dati, toi ? Écoute, moi, je pense que Rachida est une fille géniale, qui gère très bien la mairie du 7e arrondissement, qui a fait des choses extraordinaires, mais la culture, c'est pas pour elle. Alors, le ministère, pardon. Parce que c'est une femme cultivée. Qu'on écoute cette musique et que vous me disiez ce qu'elle vous évoque. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Alors qu'est-ce que ça t'évoque ? Ça fait du bien. Ça avait l'air profond. Oui, vous savez, moi, c'était l'homme de... il y a eu Napoléon, mais je ne l'ai pas connu, et Charles Trenet, c'était quand même l'homme de ma vie. J'ai vécu quand même jusqu'à la fin de sa vie. J'étais un des derniers à le voir, on était très proches, j'étais comme son fils. Il te manque aujourd'hui ? Comment ? Il te manque aujourd'hui ? Beaucoup, mais comme Jean-Marie d'ailleurs. J'ai eu des hommes dans ma vie, j'ai eu Jean-Marie Le Pen, que je considère comme mon grand-père, et Charles Trenet. D'ailleurs, Charles adorait Jean-Marie, il n'osait pas le dire parce qu'à l'époque, il était considéré de gauche. Et c'est bien dommage que je n'ai pas pu les faire rencontrer parce qu'ils se seraient bien entendus. Mais oui, il me manque beaucoup, Charles, parce que c'est la France. Et cet été, j'ai poussé un cri aussi. Vous vous rappelez cet été, quand je suis allé dans sa maison à Aix-en-Provence ?
Les maisons n'existent plus. C'est un souk. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de mur. Il n'y a plus rien. Il y a des confettis de partout. C'est à la maison. Il a écrit une partie de ses grandes chansons où Charles Aznavour venait. Enfin, je crois que le problème de notre pays, monsieur le député, c'est justement ce qui se passe, c'est que la culture, ils s'en foutent totalement. Alors que la culture est primordiale. On y revient justement pour ce débat avec Jordan Guiton, député RN de l'Aube, face à Pierre-Jean Chalençon, collectionneur d'art. À tout de suite sur Sud Radio. On a encore plein de révélations à vous faire. Bonjour, c'est Daniel Herrero. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h15, nous sommes en direct sur On vit pas dans la même France, cette émission qui casse les codes, cette émission qui permet à deux mondes qui ne se rencontrent jamais de se rencontrer. D'un côté, les influenceurs, les personnalités publiques, médiatiques, qui eux arrivent à fédérer des dizaines de milliers, voire des centaines, voire même des millions de followers. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ils ont ce talent et ils débattent tous les soirs avec des politiques qui eux ont un peu plus de mal des fois à communiquer avec les gens, ont un peu plus de mal à se faire comprendre ou se faire entendre. Il y a beaucoup de gens qui sont déconnectés de la politique aujourd'hui malheureusement. Donc on a décidé de réunir ces deux mondes pour que les gens qui parlent aux Français un peu plus facilement arrivent à poser les questions d'une manière plus simple aux politiques, voilà, puis ça les met dans un autre exercice, c'est très sympa. Et c'est tous les soirs sur Sud Radio. Le débat de ce soir, c'est est-ce que nos politiques ont-ils délaissé la culture et le patrimoine de la France? Et donc on reçoit Pierre-Jean Chalençon. À la danse des canards. Ma chenille en a marre. C'est une de mes chansons. Mais je suis chanteur aussi, ma chérie. Ah, c'est toi qui as chanté? Mais oui. Je peux pas te croire. Chauffer les guitares. Ah bah oui, c'est ma chanson dans cette Chalençon. Excusez-moi, est-ce que je peux savoir combien de diamants tu as autour de tes poignets et de tes doigts? J'ai pas grand-chose. Combien de milliers d'euros, plutôt? Pas des milliers. Des millions. Non, mais je veux pas dire ça, je vais me faire agresser. Déjà que tout le monde ils veulent tous mon corps, mes yeux, ma bouche. Je suis un sexe symbole, je suis devenu une sorte de sexe symbole depuis. Ah, c'est fou, j'ai le nombre de femmes qui veulent se marier avec moi. Où je les envoie à l'Assemblée nationale, à côté. Mais non, mais. Vous avez imité qui là? Jacques Chirac. Écoutez, j'ai décidé d'être candidat en 2027. Bernadette, j'arrive. Jordan Guiton, il nous regarde, il dit mais qu'est-ce que je fous ici? Mais il a raison, c'est un jeune député, il est sympathique. Très heureux d'être ici avec Monsieur Chalençon qui est fan de Napoléon et comme je lui ai dit hors plateau, je l'invite dans ma circonscription à Brienne-le-Château. On a un très beau musée de Napoléon dans une petite ville de 3000 habitants qui avait été développée. Donc évidemment, il y a déjà beaucoup de chapeaux originaux de Napoléon qui sont aussi. Moi j'adore Brienne-le-Château. J'avais un de mes copains qui était le conservateur, David Chantrane, qui a été conservateur de Brienne et j'y vais depuis que je suis enfant. Et donc et tu sais qu'à Brienne, il a été à l'école là-bas. Mais en 1814, pendant la campagne de France, il y a eu des combats terribles. La France est fantastique, la France c'est passionnant. C'est pour ça que j'aimerais tellement refaire de la télévision, de la radio, parce qu'on raconte plus ça. Et de ma façon, j'adore Stéphane Bern, mais c'est un peu, voilà. On vous a rien proposé en télé ou en radio? Ah bah là. Non mais avoue que t'es ingérable. Non, je suis totalement gérable. Regarde sur Affaires conclues, j'ai jamais fait quoi que ce soit, j'ai toujours été impeccable et on était les leaders. Non, c'est les gens, c'est les gauchistes qui disent que je suis ingérable. Ma joie, ce sera de revenir sur France 2 dans quelques mois. Vous avez des demandes ou pas? J'ai eu plein de gens qui me proposent des choses, mais le problème c'est, moi je voudrais refaire une émission de variété. J'ai proposé. Vous avez le style à Patrick Sébastien. Mais oui, je sais pas, voilà, j'adore Patrick, c'est un ami, mais je suis différent de Patrick. Mais je chante aussi. Mais moi j'adore Patrick, donc on pourrait même faire une émission tous les deux. Mais j'ai plein de projets pour France. Moi je veux revenir sur France Télévisions. J'aime France Télé, donc je ne souhaite pas aller sur TF1. Ben, j'adore Delphine Ernotte, d'ailleurs, elle m'apprécie beaucoup, je me signale. Avant de commencer le problème, c'est que on a viré beaucoup de gens de plus de 50 ans sur France Télévisions. Alors moi, je sais que Delphine Ernotte m'apprécie, et je l'apprécie aussi en retour. On l'embrasse, Delphine. On l'embrasse, d'ailleurs, très fort. Mais voilà, je pense que tant qu'il n'y a pas un vrai changement en France, ça m'étonnerait qu'on me revoie rapidement, surtout avec les propos qu'on prétend que je dis. On essaie toujours de tuer les gens qui ont du talent en France. Après, dans un live, vous avez dit il y a trop de bamboula, etc. Aussi. Bah oui, c'est la vérité, non? Vous êtes pas d'accord? Ah, mais pas du tout, on peut pas dire ça. Comme ça, c'est pas possible. Non, mais vous pouvez pas dire qu'il y a trop de bamboula en France. Mais c'est quoi la bamboula? C'est une danse africaine sympathique. J'ai dit qu'il y avait un taux de gens issus du Maghreb qui était devenu très difficile pour les Français. C'est quand même la vérité. Comme il y a des Français qui sont très difficiles pour les Français. Ah bah oui, mais excusez-moi, on est quand même en France. Si j'étais en Algérie ou au Maroc, en Tunisie, ça serait, on est en France. Donc je demande aux gens qui
qui habitent chez nous de respecter au moins nos lois. Vous savez, moi je ne suis pas raciste, mais il y a un moment quand les gens me disent, vous savez, moi je suis une personnalité connue. Là, j'arrive du Sud, je ne vous ai pas savoir dans le train pour venir jusqu'à tout à l'heure. Les gens m'ont dit des choses, on n'en peut plus. Merci de dire la vérité. Vous dites les choses. Merci, monsieur Chalençon. Moi, j'aime tout le monde. Et on ne peut pas me traiter de raciste, c'est pas possible. Oui, mais les mots comme Bamboula, etc., c'est quand même. C'est dommage, parce qu'on devrait pouvoir dire des choses. Les mots, c'est que des mots. Alors que les faits, c'est beaucoup plus dangereux. Là, c'est très dangereux. Bamboula est une danse africaine rigolote. Regardez l'étymologie. Présenter Jordan Guiton, le député RN de l'Aube. Il n'arrive pas à se tenir, celui-là. Non, mais il est trop mignon, mais il dit des bêtises. Mais non, mais c'est pas des bêtises, c'est la vérité. Non, mais regarde l'étymologie du mot. Il y a des mots. Oui, mais vous utilisez l'étymologie du mot pour utiliser ça. Jordan Guiton, député RN. J'ai le droit. Vous êtes député du. Est-ce que vous voulez que je sorte tous les deux? Non, ma chérie, non. Si vous voulez, avec monsieur le député, on peut s'isoler, on peut aller dans un studio. Il est tellement mignon que je voudrais le ramener à la maison. Je te fais un canard ce soir avec des cèpes. Eh ben, je viens avec 2-3 amis maghrébins et africains. Eh ben, aucun problème. Ah bah très bien alors. C'est tout ce que j'aime. On s'arrête, s'il vous plaît, tous les deux. Vous êtes gênants. Non, mais on discute, on débat, c'est le but de l'émission. Mais oui, il est trop mignon. Alors, je comprends pas, pardon, ça me regarde pas, mais tu dis femme, homme. Mais moi, j'aime tout, moi. Ah, toi, t'es tout? Mais oui, moi, je suis tout pour le plaisir, plaisir. J'ai eu peur de la fin, quand même. Ah, donc, ok, très bien. Mais moi, j'aime les hommes, j'aime les femmes. Mais pourquoi je m'arrêterais à ça? Les plus grandes stars américaines ont été bisexuelles. Marlon Brando était bisexuel. Voilà, comme ça, c'est... Il est en train de nous out des gens. Et la bisexualité, c'est la vraie sexualité, c'est ce que disait Maupassant. Le député doit se dire, je suis dans une caméra cachée, c'est pas possible. Mais pas du tout, il est charmant. Ah ben vas-y, maintenant il va partir sur le député. Il est bel homme, c'est mieux d'avoir des députés jeunes et beaux mecs que d'avoir des vieilles barbiches. Quand tu vois au Sénat, ils sont tous vieux, je suis content de voir des jeunes députés. D'ailleurs, il y a des députés sympas aussi chez les LFistes, là. Bon, c'est dommage qu'ils soient LFistes. Mais... Alors, Jordan Guiton, vous êtes donc député du Rassemblement National de l'Aube. Vous êtes juriste de formation. Vous êtes ancien assistant parlementaire. Vous siégez à la commission des lois de l'Assemblée nationale. Vous étiez assistant parlementaire de quel député? J'ai bossé pour le groupe Rassemblement National au Parlement européen et j'ai fini chez Philippe Olivier, qui est aujourd'hui encore député européen. Donc voilà, j'ai cette expérience. J'ai eu la chance de bosser 3 ans, notamment à la commission agricole sur tous les sujets qui touchent notamment mon territoire, la circonscription dans laquelle j'ai l'honneur d'être né et d'être aujourd'hui élu député de la première circonscription de l'Aube. Alors, vous faites partie des visages jeunes du RN, de plus en plus jeunes d'ailleurs au RN. Oui, on a toujours fait confiance en la jeunesse. Je crois qu'on avait fait élire le plus jeune sénateur en 2014, le plus jeune maire aussi. Et puis on est une génération de Bardella. Moi, je suis né en 1995 comme mon président Jordan. Et c'est vrai qu'on s'est engagé en politique parce qu'on vit dans un pays où rien ne va. Quand on est né dans les années 90, on n'a jamais connu la belle France qu'ont connue nos parents. Cette France prospère, les 30 glorieuses, cette France où il était bon de se balader dans la rue en pleine nuit. Et donc, avec plaisir, je ferai passer le message. Non, mais alors je vous explique. Tous les jours, il marcelle pour venir. On n'a juste pas de place. Mais on n'a pas de place. Non, je rigole. Vous m'auriez dit, je lui aurais laissé ma place. C'était une blague. Mais moi, j'adore Jordan, c'est un garçon remarquable. C'est très ironique. Qui est intelligent, qui est brillant. Et ça fait tellement plaisir de voir des politiques, une nouvelle jeunesse de politique. Et moi, je me battrai pour qu'il soit Premier ministre de mon pays. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, j'apporte tout mon soutien à Jordan Bardella et à Marine Le Pen. Parce qu'on en a marre. Mais ils sont plus trop en accord avec Jean-Marie Le Pen, par contre. Pardon? Ils sont plus trop en accord avec ce que c'est Jean-Marie Le Pen. Pourquoi vous me remettez toujours Jean-Marie Le Pen? Parce que tout à l'heure vous parliez de Jean-Marie Le Pen. Parce que je l'aime énormément, mais moi je l'ai pas aimé en tant que pas le militant, je l'ai aimé en tant qu'ami, que copain. Moi avec Charles Trenet et avec Jean-Marie Le Pen, on chantait des chansons de Charles Trenet, on parlait de Napoléon. Et vous savez ce que je faisais à Jean-Marie Le Pen? Vous savez ce que je lui faisais? Je lui faisais la cuisine. Et Jean-Marie Le Pen, il adore manger. Et je lui fais des choses extraordinaires, des cèpes, des ragoûts. Je lui ai fait des barbecues. Moi je suis un bon vivant. Et on en a marre de tous ces gens-là qui bouffent rien, qui baissent pas et qui nous font chier. Alors, non, ça va quand même. Alors, ça. Tu sais, il y a un moment, ça suffit. Moi, je suis pas un vegan et je les emmerde. Ils ont qu'à aller bouffer des couilles, ça leur fera du bien. Non, mais on peut pas dire ça non plus. Eh ben moi, je dis les choses, je me fous de leur com. Je suis un homme libre, je suis pas un politique. Non, on est sur une radio nationale. Eh ben c'est pas grave, c'est bien au contraire. Non, s'il vous plaît. Attention, si vous voulez récupérer un poste sur France 2, faut. Oui, bah, vous inquiétez pas, j'ai pas besoin de ça pour aller retourner à France 2. Il y a 5 minutes, il disait France 2. Appelez-moi. Non, mais personne, ils vont pas m'appeler aujourd'hui. Monsieur le député, tout va bien. Ça va. Ça va bien se passer. J'écoute Monsieur Chalençon avec plaisir. Mais il a raison, de toute façon. Mais vous savez, avec dérision aussi. Il faut de la dérision. Alors, et puis aujourd'hui, les gens, ils ont envie de lui parler vrai. Quand même, on n'est pas chez Jean-Pierre Foucault ici. Pour des thèmes tels que la justice. Pourquoi je ne suis pas Jean-Pierre Foucault, moi?
Pourquoi je ne serais pas comme Jean-Pierre Foucault, moi? Toi, tu es belle, tu es sexy, tu es intelligente. Jean-Pierre aussi, c'est quelqu'un que j'adore. Mais la télévision a changé. Les gens, pourquoi ils ne regardent plus la télé? Tu as vu le nombre de jeunes, tous ces jeunes, les Instagrammeurs, pourquoi ils ont tant de succès? Parce qu'ils disent les choses, parce qu'ils sont plus sur les réseaux de télé. Aujourd'hui, ils font des millions de vues, que ce soit toi, que tous tes amis, etc. Moi, j'ai plein de copains qui sont... Aujourd'hui, ils ont 10 millions de followers. C'est colossal. Ils sont plus importants que le journal de 20h. Parce qu'ils parlent vrai, ces gens-là. C'est tout. Ils sont modérés, quand même. Oui, mais pas tous. Hein. Alors, monsieur le député, vous faites partie donc des visages du RN, des visages jeunes. Vous militez pour des thèmes tels que la justice, la sécurité, l'agriculture et la ruralité. Vous êtes un député dynamique, issu d'une génération montante du parti. Vous cherchez à porter les préoccupations locales au niveau national. Merci d'être avec nous ce soir. Avec plaisir. Vous êtes jeune, vous avez 30 ans. Exactement. Député 30 ans. En début d'année, j'ai eu la chance d'être élu à 27 ans, il y a maintenant 3 ans, dans une vague après du Rassemblement National. Vous savez, on est élu évidemment avant tout avec une étiquette politique et le Rassemblement National est porté dans les urnes par les Français avec la dernière 11 millions de voix. Donc forcément, on est représentatif de notre parti aussi. Alors vous avez le même âge que Jordan Bardella. Exactement. Vous pensez qu'aujourd'hui, il faut plus de jeunes en politique pour vous ? En tout cas, grâce au Rassemblement National, il y a de fait plus de jeunes en politique. Je pense que aussi, il y a beaucoup de jeunes. Oui, mais je pense que pas de cerveau. je pense quand même qu'on est dans une société où il y a eu des visages politiques qui ont fait 30, 40, 50 ans de vie politique et qui ont été aux manettes, qui ont eu leur chance et qui n'ont pas réussi. Et moi, je pense que pour changer les choses, évidemment, il faut changer les politiques. Alors effectivement, avec Jordan Bardella et avec Marine Le Pen, nous nous battons pour changer la vie des gens, changer la vie des Françaises, des Français. Moi, si j'ai l'honneur de m'être engagé très jeune en politique. Je me suis présenté pour la première fois, j'avais 19 ans en 2014, j'étais sur une liste municipale du Front National à l'époque, et puis après je me suis présenté au départemental, au municipal, à plusieurs élections locales, avant de me présenter au niveau législatif, et j'ai toujours eu à cœur de me battre pour représenter les Françaises, les Français, les gens de mon territoire. Moi j'ai vu grandir, j'ai grandi dans mon territoire, et j'ai envie de me battre pour lui, parce que on a besoin d'une France plus dynamique en termes d'économie, en termes de sécurité, et c'est évidemment cet engagement qui me nourrit chaque jour. Alors, restez avec nous sur Sud Radio, on revient tout de suite après la pause pour discuter et débattre justement de la culture et du patrimoine de la France. Et alors vraiment, je vous le garantis, on va passer nos 30 minutes sur ce sujet. Voilà, Pierre-Jean Chalençon, collectionneur d'art, avec Jordan Guiton, député RN de l'Aube. À tout de suite sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h, on vit pas dans la même France. Sud Radio, parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h29. Nous sommes en direct sur Sud Radio. Et alors, nous sommes tellement en direct qu'on n'arrive plus à le canaliser. Pierre-Jean Chalençon, collectionneur d'art. Je suis tellement content de te voir. T'es tellement jolie. Et puis lui, il est trop mimi. Non, toujours pas de la même équipe. Je me sens bien. Et il y a des remplaçants, tu sais, il y a la bisexualité. Moi, je suis bisexuel. J'ai les femmes, les hommes. Et alors, la dernière passion de ma vie, c'est Michel Mercier. Vous voyez, j'étais avec David Lisnard hier soir. Il y avait une exposition à Cannes sur Michel. Et j'adore Michel, c'est une amie très proche. Et j'ai passé 2 heures avec elle avant-hier et je l'ai embrassée et je lui dis ma chérie, je t'aime. Et je serai un peu plus jeune, elle serait un peu plus jeune. Alors David Lisnard, c'est le maire de Cannes. De Cannes, oui. Et je me serais marié avec Michel Mercier. Vous voyez, on parlait de culture, monsieur le député. Voilà. Jordan, n'ayons pas peur des mots. Eh bien, la culture, c'est aussi le cinéma. Quand je vois que Michel Mercier, qui est une des dernières plus grandes stars au monde française, avec Brigitte Bardot, la série des Angéliques, c'est mondialement connu. Cette femme, elle a plus trop de sous, elle a plus trop d'argent. Heureusement qu'elle a son neveu qui l'aide financièrement, qui paye une maison de retraite, etc. C'est terrifiant. Cette femme, elle mériterait largement même un César d'honneur. Elle a fait rêver des millions d'hommes. Elle est connue dans le monde entier. Tu penses que les personnalités, les artistes aujourd'hui, les grands acteurs, les grands chanteurs qui font partie du patrimoine français aussi, on peut le dire. C'est un patrimoine vivant. Est-ce que tu penses qu'ils ne sont pas suffisamment respectés en France ? Totalement. Tu sais que je vois comment est mort Charles Dumont il y a 1 an. Il a écrit quand même les plus grands succès pour Edith Piaf. Alors aux États-Unis, tout le monde, il y a Edith Piaf, c'est une méga star planétaire. Oui. Et lui a quand même écrit des chansons importantes pour Edith. Et comment il est mort alors quand tu dis ça ? Il est mort tout seul. Il y avait 20 personnes à son enterrement, 30 personnes, pas un journal, pas une radio, pas une télé, rien.
Mais il y en a eu plein. Je veux dire, tout le monde n'est pas Charles Trenet, mais je veux dire, quand je vois souvent l'état financier de ces gens-là qui n'ont pas malheureusement préparé leur retraite, une qui a bien préparé sa retraite, c'est Brigitte Bardot, qui est une femme extraordinaire, mais pareil, vilipendée parce qu'elle aime trop la France, elle est trop patriote et proche de Jean-Marie. Mais je veux dire, tout ça, c'est gravissime. Aux États-Unis, ce serait pas comme ça. Tu penses que Brigitte Bardot a été mise à l'écart parce qu'elle était amie avec... Bien entendu. Tout ce qu'elle a reçu depuis 25 ans, si elle n'avait pas monté sa fondation, si elle n'avait pas géré comme une femme d'affaires exceptionnelle... Après, elle a une très belle fondation, mais elle a fait des dérapages aussi. Hein. Mais qui n'en fait pas? C'est la vie, cher ami. On n'est pas dans un monde de bisounours, ça se saurait. Vous croyez que M. Macron, c'est un bisounours? Vous croyez que Jacques Chirac était un bisounours? Vous croyez que M. Hollande est un bisounours? Ces gens-là sont des tueurs, c'est des killers. Ils veulent le pouvoir, ça les fait bander, ils aiment ça. Moi, j'en ai rien à branler du pouvoir. Je l'ai, le pouvoir, déjà. Mais je veux dire, ils veulent l'argent. Quand ils ont l'argent, ils veulent le pouvoir. Quand ils n'ont pas... C'est ça, je pense qu'on n'a jamais autant dit, ça n'engage que vous ce soir. Ça n'engage que vous. Mais je suis un homme... Je ne suis pas député, je ne suis pas à la télévision. Le jour où on a la radio nationale, quand même. C'est tant mieux, mais il ne manquerait plus que ça. Vous savez, je parle à des gens, je parle à des millions de gens. Moi, on est en live d'ailleurs sur Instagram. Mais je vais vous dire une chose. Moi, j'aime mon pays, j'aime la France, mais vous croyez que ces gens-là, ils font ça pour la France? Quand on voit aujourd'hui l'état de la France, on se demande si les gens de l'Assemblée nationale, d'ailleurs nos amis LR, qui sont des vrais traîtres, excusez-moi, il y aurait dû avoir une dissolution de l'Assemblée nationale depuis quelques semaines. Exactement. Ça coûte des dizaines de milliards. Ça coûte des dizaines de milliards. Moi, j'apporte mon soutien à Marine Le Pen et à Jordan Bardella parce que j'en ai marre. Comme je suis aussi ami avec Éric Zemmour, j'aime ces gens-là, j'aime la France. Et il y a des gens de toute obédience qui s'aiment. On en a ras-le-bol qui nous fassent passer pour des fachos. Et tu penses que les gens qui sont de gauche n'aiment pas la France? De moins en moins, j'ai l'impression. Quand je vois ce que je me suis pris dans la gueule... revendique le fait de vraiment aimer la France. Ils l'aiment d'une façon, mais j'aimerais pas qu'on m'aime comme ça. Alors, c'est d'une façon dont vous voyez pas. C'est parce qu'ils aiment, comme vous dites, avec quand je vois les colibets que je me suis pris depuis 15 jours, parce que j'ai quand même fait des millions de vues, cher ami, même des dizaines de millions de vues, pour une petite personne comme moi, je m'étonne toujours. Et en attendant, le nombre de colibets des gauchistes qui m'ont dit on n'a rien à foutre de ta France, va te faire va te faire ceci, va te faire cela, sale pédé. Alors quand vous entendez ça, Jordan Guiton, qu'est-ce que vous pensez? Alors dans des mots un peu plus... On va essayer. Non, mais moi je pense que dans notre pays, effectivement, pour voir à l'œuvre une partie de la gauche, effectivement, on peut se dire qu'elle n'aime plus du tout la France. Ils ont des discours où ils passent leur temps à taper sur la France. Moi, j'en ai pour un seul exemple, ne serait-ce que le discours du président de la République lorsqu'il est à l'international depuis 2017. Quand on écoute Emmanuel Macron, il tape sur la France à longueur de temps, à longueur de discours. Et moi, ça me fait peur. Par exemple Mais quand il parle de repentance de la France, lorsqu'il parle qu'il n'y a pas d'identité française, ce sont des mots qui sont durs pour la France. Et lorsqu'on est à l'international, on se doit être le premier ambassadeur. Le premier ambassadeur de la France, le président de la République, dit il n'y a pas d'identité française. C'est quand même quelque chose qui est horrible pour nous, pour la France, pour la 5e République, que d'avoir un président qui garante nos institutions, qui ne reconnaît pas cette identité française, et qui fait partie évidemment des sujets dont on va aborder, j'espère, avant la fin de l'émission, le patrimoine, la culture, et qui sont des sujets pour lesquels les Françaises et les Français sont engagés. Alors, le cambriolage du Louvre, qui est un symbole mondial de la culture française, révèle-t-il une négligence dans la protection de notre patrimoine? À savoir que moi, j'ai une amie qui vit aux États-Unis qui me dit qu'apparemment, les Américains ne parlent que de ça. C'est-à-dire que là, ils sont en boucle sur comment le Louvre a pu être cambriolé, etc. Est-ce qu'on en devient un peu la risée du monde ou pas? Malheureusement, oui. Le Louvre, c'est je crois que c'est le musée d'art le plus visité au monde, et c'est vraiment le symbole de la faiblesse de l'État français, de la faiblesse de ne même plus être capable de protéger notre héritage. Notre héritage, c'est savoir d'où l'on vient pour savoir d'où l'on va, et on se fait piller par finalement deux pillards qui sont arrivés, je crois, en mobilette au pied du Louvre, qui sont rentrés comme si de rien n'était, qui sont repartis avec des bijoux, qui en ont même oublié la couronne qui est tombée par terre. Mais dans quel état on est? On se croirait dans le dernier pays on se croirait dans le dernier pays du tiers-monde, où il n'y a plus aucun moyen, plus aucune sécurité. Et moi, je suis en train actuellement d'étudier les budgets à l'Assemblée nationale. On est le pays le plus taxé au monde. 47,5% du PIB de prélèvements obligatoires dans notre pays. On est le pays le plus endetté
endetté d'Europe, avec plus de 115% de dette dans notre pays, 3400 milliards d'euros de dette. Et à côté de cela, on a les infrastructures les plus faibles, les moins protectrices pour notre État, les moins protectrices pour le musée du Louvre, qui est vraiment notre symbole à l'international. Donc oui, il y a un état de faiblesse dans notre pays. Et on peut même reprendre ce qui s'est passé. Alors là, c'était pas un pillage, il n'y a jamais eu d'ailleurs de responsabilité qui a été trouvée, mais l'incendie de Notre-Dame était aussi un drame pour notre histoire, pour notre culture, pour notre patrimoine. Et moi, ce que je vois, c'est qu'on a un peuple français, on a une identité, on a une histoire. Et cette histoire, aujourd'hui, les élus, les responsables, les irresponsables politiques la piétinent. Cette histoire commune dans laquelle on se sent français. Pierre-Jean Chalençon, est-ce que c'est le signe d'un désengagement progressif de l'État dans la gestion de nos institutions culturelles pour toi ? Je pense que déjà oui, je suis tout à fait d'accord avec cette question. Pour moi, c'est même une affirmation. Je pense que l'État, depuis un certain nombre d'années, se désengage parce qu'il considère que ce n'est pas assez valorisant, que connaître son présent ou son histoire, c'est dangereux. Moi, on essaie d'abêtiser les gens aujourd'hui. Moi, j'ai eu des parents, des grands-parents qui m'ont appris, quand tu connais ton histoire, tu connais ton passé, tu appréhendes mieux ton présent et tu vois ton futur. Parce que l'histoire est un éternel recommencement. Et quand je vois les cours d'histoire dans les écoles, même dans l'université, mais c'est catastrophique. Il y a une descente aux enfers des cours d'histoire terrifiants. Même de Napoléon. Napoléon, avant, on en parlait en école primaire. Maintenant, on n'en parle quasiment plus. Et à partir de la 5e, on n'en parle pas. On en parle un petit peu au niveau de la seconde, je crois, pendant 8 jours. D'ailleurs, la gauche déteste Napoléon Bonaparte. Alors qu'il a créé toutes les institutions aujourd'hui qui existent encore. Institutions. Mais moi, tu sais... on va recevoir juste Hugo qui est avec nous, un auditeur. Non, Pierre-Jean, il se tourne vers la porte. Il attend Hugo. Bonsoir Hugo, ça va ? Oui, bonsoir, merci. Pierre-Jean vous cherche dans le studio. Parce que bah oui, j'adore ce prénom, c'est très beau. Merci. Voilà. Hugo, comment allez-vous ? Ben écoute, ça va plutôt bien, je vous remercie, j'espère vous aussi, et les auditeurs également. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de cette question sur nos politiques ? Est-ce qu'ils ont délaissé la culture et le patrimoine de la France pour vous ? Alors pour moi, c'est presque une question plus générale, parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de délaisser tout, que ce soit la culture, notre patrimoine. On est face aujourd'hui, j'ai l'impression, à une société qui est un espèce de rouleau compresseur. Donc soit on se moule dans ce qu'on veut nous servir au menu, soit nous sommes des opposants, soit nous sommes des complotistes, etc., etc. Et je tiens à préciser également, parce que ça me paraît important, que ce que je dis ce soir n'engage que moi, bien entendu, et je ne parlerai au nom de personne. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour dire les Français pensent ceci, les Français pensent cela. Nous avons tous des vies tellement différentes, que ce soit l'accès à la culture en fonction de ses moyens financiers, surtout, puisque malheureusement, pour accéder à beaucoup d'endroits culturels, c'est un certain budget. Tout dépendra des villes aussi où on va pouvoir accéder à cette culture, que l'on soit dans une ville de province, un petit village, ou bien peut-être dans la région parisienne, où on a un accès peut-être plus facile aux salles de concert, aux musées, etc., etc. Donc, je pense la question est très générale. Bon, c'est ce que vous traitez ce soir et c'est très bien. Alors, est-ce que justement, je m'adresse à monsieur le député, est-ce qu'il y a un budget aujourd'hui alloué à la culture, en fait à la protection de tout ce patrimoine en fait ? Oui, il y a plusieurs budgets. Tout d'abord, le budget de la culture en France, c'est 330 millions d'euros par an, ce qui est quand même relativement très peu. D'ailleurs, avec Marine Le Pen, nous souhaitons le rehausser jusqu'à 1 milliard d'euros, donc c'est-à-dire le tripler dans une loi de programmation à la culture, si en 2027, les Françaises et les Français nous font confiance. Et ensuite, il y a plein de petits budgets. On oublie, par exemple, les collectivités territoriales. Moi, je suis député d'une circonscription qui fait 218 communes. Chaque commune a chaque année des deniers publics qu'elle peut réutiliser pour rénover son église, rénover sa mairie, rénover ses bâtiments publics, rénover des œuvres évidemment culturelles ou patrimoniales de nos territoires les plus ruraux. Et parfois, il faut se battre chaque année à l'Assemblée nationale pour obtenir ces budgets pour les collectivités, pour les départements, pour qu'ils puissent investir dans les territoires. Et ça, effectivement, il y a plusieurs budgets qui existent. Il y a aussi de l'argent qui vient du privé. Je suis désolé, mais la Fondation du patrimoine qui fait un très bon boulot. Voilà, la Fondation du patrimoine. La Fondation Stéphane Bern, l'histoire. Et les mécènes, les donateurs. Et puis les entreprises privées. Regardez Notre-Dame, c'est LVMH, c'est François Pinault, ce sont des grosses entreprises. Il y a eu beaucoup de salles à Versailles qui ont été restaurées il y a 25 ou 30 ans par LVMH. Beaucoup d'entreprises aident financièrement, heureusement.
Et pourquoi on ne dit pas suffisamment que, par exemple, LVMH a aidé donc à rénover les... Eh bien, c'est bien dommage, on devrait le dire plus souvent. Parce que les politiques, ils tapent toujours sur Bernard Arnault, mais quand il fait les choses bien... Alors, une partie des politiques tapent toujours sur Bernard Arnault. Nous, on considère qu'il faut à la fois des gens riches qui investissent dans les territoires, qui créent de l'emploi, parce qu'on parle souvent de LVMH, mais LVMH, c'est, je crois, 225 000 emplois en France. Je ne sais pas si on se rend compte. Colossal. Et tous les emplois indirects. Moi, chez moi, il y a un créateur de monde qui vient s'investir avec 30 emplois sur place. Si demain LVMH part de France parce qu'il est par exemple trop taxé à cause des dingueries fiscales que propose actuellement la gauche, on perd non seulement ses emplois, mais on perd tous ses investissements sur le territoire et on perd tous ces emplois indirects qui rejaillissent sur l'ensemble du territoire. Tu sais, j'ai fait une exposition il y a 2 ans à Saint-Omer. Magnifique commune. Juste, je voudrais remercier Hugo quand même. Oui, la question était très bien d'Hugo, c'est bien ce qu'il a dit. Hugo ? Si vous permettez, oui, j'entends parler d'MDMH. Effectivement, si monsieur devait être trop taxé et partir, je pense qu'une partie de sa richesse est quand même due à la production des petites mains de la culture de ce pays général, hein, peu importe d'où l'on venait lorsqu'on était plus jeune, lorsque le pays avait besoin de nous. Il faut se rappeler pour monsieur député RN que nous, lorsque nous allons à l'étranger, hein, nous n'avons pas peur d'exploiter les autres pays, d'exploiter leurs minerais, etc. Donc il faut aussi penser à tout ça. Et monsieur MDMH, s'il devait partir, moi j'ai envie de dire, si tous les salariés qui sont taxés aujourd'hui tout le temps, constamment, si eux devaient partir, qu'est-ce que deviendrait le pays si on n'avait plus ces travailleurs, si on n'avait plus cette main d'œuvre, tous ces gens qui se lèvent le matin. Donc c'est encore un autre sujet, j'en suis désolé, mais vous m'avez poussé à mais vous avez raison, c'est aussi très important de le dire, et merci à vous merci beaucoup de le dire. Merci Hugo, très belle soirée, à bientôt. Alors restez avec nous sur Sud Radio, on reprend notre débat sur les politiques, est-ce qu'ils ont délaissé la culture et le patrimoine de la France, avec Pierre-Jean Chalençon et Jordan Guiton, député RN de l'Aube. À tout de suite sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h, on vit pas dans la même France. Sud Radio, parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h45, on vit pas dans la même France. On reçoit ce soir Pierre-Jean Chalençon qui m'est très excité ce soir. Je suis content de te voir parce que tu es une femme que j'adore. Merci. Tu sais, ça fait plusieurs années qu'on s'envoie des messages, on s'était jamais vu. Oui. Et tu es une femme, parce que tu en as pris aussi plein la gueule. Et ça, c'est dégueulasse parce que tu es une belle personne. Merci et moi, je pense aussi d'en avoir pris plein la gueule et je continue à en prendre parce que je dis pas tout ce qui m'arrive en ce moment, mais c'est compliqué. Eh bien, je veux dire, je pense qu'un jour ou l'autre, il y a le karma qui revient parce qu'on aime les gens et les gens nous aiment. Et si on est populaire, alors avec des hauts et des bas, c'est parce que les gens ils savent qu'on est des belles personnes. On n'est pas là pour faire de l'argent. Moi, en tout cas, j'ai jamais fait d'argent sur ma vie. Et tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est parce que je l'ai gagné de mes propres fonds. T'as écrit des livres déjà ? Oui, j'adore écrire. Et là, je voudrais écrire un bouquin l'année prochaine sur tous les gens que j'ai connus, sur ma relation avec toutes les personnalités que j'ai rencontrées. Tu vas nous raconter des petites anecdotes dans le livre ? Oui, des anecdotes, des livres de recettes, tout ce qu'aimait Charles Trenet, ce qu'aimait des gens comme Maurice Chevalier, parce que j'ai eu beaucoup d'amis qui l'ont connu. Michel Mercier, enfin plein de tous les gens que j'ai eu la chance de connaître. Roland Dumas. Tu sais, moi, les gens me disent toujours, moi j'étais un fan de Giscard quand j'étais gamin, j'étais un giscardien. Après, j'ai eu la chance de rencontrer François Mitterrand grâce à Charles. Et après, je suis devenu ami avec Roland Dumas, avec Loïc Le Floch-Prigent. Moi, j'ai pas 55 ans, j'ai 100 ans. Mais si je puis dire, j'ai connu tellement de gens. Et aujourd'hui, j'ai une intimité avec beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques dont je tairai les noms. Ah bon ? Mais on peut pas donner un petit nom ? Non, parce que à force d'en dire, les gens disent toujours Chalençon, c'est du name dropping. Quand les gens me verront en photo avec eux. Il fait du quoi ? Du name dropping, ça veut dire qu'il donne des noms comme ça. Mais moi, tu sais, au Palais Vivienne, j'ai reçu tout Paris. Hein. J'ai reçu Jordan, j'ai reçu tout le monde. Est-ce que tu connaissais Jordan Guiton ? Non, mais je le trouve charmant. Ah, bah voilà. Et à la pub, on a eu un débat intéressant sur la culture et l'école. Parce que moi, je disais qu'à l'école, on nous avait emmené qu'une fois au Louvre. Et Monsieur Chalençon, alors moi, je peux dire que toi, alors pardonnez-moi, mais moi, je vais vous dire quelque chose. Toi, tu es parisien. Oui. Toi, t'es un vrai Parisien. Oui. Ici, à Paris, vous êtes tous allés au Louvre, machin, etc. Mais moi, j'ai grandi dans le Var. Et je peux vous garantir que nous, dans le Var, toi, tu as eu la chance d'aller voir le Louvre au moins une fois dans ta vie. Mais nous, dans les villes du sud de la France, on n'emmène pas les élèves, ou très peu, du moins très très peu, les élèves visiter des monuments comme le Louvre. Tu vois, donc tu as eu cette chance-là. Tu as raison, mais moi, j'ai plusieurs années, j'en parlais il n'y a pas si longtemps avec Christian Estrosi, parce qu'on avait eu un projet d'exposition. Et Christian, il a ouvert beaucoup de musées. Il y a le musée Masséna, il y a plein de musées. Et il incite les écoles. Et ça, je trouve ça très bien. Et moi, demain, je ferai de la politique. En tout cas, j'aurai des fonctions où je pige
je peux donner des idées, moi je ferais venir une fois par semaine dans les écoles, enfin les gens des écoles dans les musées. Une fois par semaine minimum, il faut que les collégiens, les écoliers aillent dans les musées. Comme vous le disiez à la pub, les gens de banlieue. Tout à fait. Mais les gens de la banlieue, les gens de la province, les gens de la ruralité surtout. Il y a quand même un sujet de l'accès à la culture lorsqu'on vit dans la ruralité. Tant qu'on n'a pas son permis de conduire et 18 ans, bien souvent, on a des problèmes d'accessibilité. Il y a un peu plus de 34 000. Aussi revoir pour des bus, il y a un peu plus de 34 000 communes en France. Il y a évidemment les grandes villes, Paris, Marseille, Lyon. Il y a des villes de plus de 100 000 habitants, des villes de plus de 50 000 habitants où l'accès à la culture est assez simple, avec des transports en commun. Mais il y a énormément de petites communes où les jeunes n'ont pas forcément accès. Il y a des histoires magnifiques dans chaque territoire. Moi, quand j'étais plus jeune, je voulais aller au château de la Malmaison. Rueil-Malmaison, c'est pourtant à côté. Il y a un RER, mais qui a 5 ou 6 km. Encore, les transports en commun parisiens sont très bien. C'est le RN qui a stoppé le pass culture. Non. On n'a pas stoppé le pass culture. Ouais. Pourquoi on aurait stoppé le pass culture? On souhaite juste le remplacer, mais on peut remplacer. Mais par exemple, il y a des budgets au sein du patrimoine qui ne sont pas assurés dans certains endroits, notamment les plus ruraux. Et moi, je souhaite que les jeunes retrouvent notamment une éducation via l'école et des accès pour accéder à des endroits culturels, à des endroits patrimoniaux dans nos circonscriptions. Rendre les accès au musée, par exemple, gratuits pour, je sais pas moi, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, pourquoi pas, vous avez raison, mais si on augmente les budgets, d'abord, si on augmente le budget de la culture du patrimoine, comme on souhaite le faire avec Marine Le Pen, ça va forcément peut-être permettre de faire baisser les prix. Aujourd'hui, c'est quand même gratuit. Tous les musées, etc., sont gratuits pour les moins de 26 ans dans notre pays. Vous allez dans n'importe quel musée, que ce soit en circonscription à Paris, évidemment. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, malheureusement. Ils osent pas, surtout quand ils sont en famille. Évidemment. Parce que pour une famille, ça coûte cher. Donc ça veut dire évidemment. Et quand on voit la réussite des journées, par exemple du patrimoine, que ce soit dans nos circonscriptions à Paris, ailleurs, les gens, c'est une grande réussite. Et ces journées du patrimoine, peut-être qu'il faudra en faire beaucoup plus. Cet accès à la culture. Et encore une fois, ça permet, quand on est né dans un territoire, de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. On a énormément de villes qui sont des villes musées. On a énormément d'histoires à raconter. Moi, je viens de l'Aube, qui est quand même le département, c'est la capitale européenne des vitraux. On a énormément de réussites. On a la belle cité du vitrail à Troyes, qui est quelque chose à visiter. Évidemment, on a énormément d'églises dans le département, comme dans beaucoup de départements français, où on a des problématiques, des sujets vis-à-vis de l'avenir, des vitraillistes, qui est une profession qu'on doit conserver. Et tout ça, ce sont des petits sujets sur lesquels on travaille chacun dans nos circonscriptions. Il n'y a pas assez d'émissions sur l'histoire à la télévision, je suis désolé. Il y en a quasiment plus. Avant, effectivement, il y avait beaucoup d'émissions. Moi, j'ai eu la chance d'être ami et de très bien le connaître avec Alain Decaux. Qui est Alain Decaux? Tu connaissais pas Alain Decaux? Non. Mais si. Alain Decaux raconte, c'est un homme qui, à l'époque, dans les années 70, il a été ministre de François Mitterrand à la culture. Il a écrit beaucoup de bouquins. Et Alain Decaux, il parlait comme ça. Ça vous rappelle pas, ce monsieur qui parlait comme ça? Et à l'époque, il était sur France Télévisions, sur France 2, et il avait un bureau, un verre d'eau, et il y avait 10 millions de gens qui le regardaient une fois par semaine. Alain Decaux. Regardez après, allez voir, c'est les amis. Ouais. Eh ben c'est passionnant. Aujourd'hui, on est obligé de faire les émissions de Stéphane Bern sont bien. Enfin, c'est pas le Stéphane Bern, c'est Jean-Louis Rémilleux. Mais c'est devenu un peu too much. Mais je veux dire, même avec un micro, pour la faire conclue sur France Télévisions, je passionnais les gamins et les jeunes. On avait 2,5 millions de téléspectateurs qui regardaient. Pour résumer, donc, ce que vous dites, c'est que aujourd'hui, le mécénat privé donc est en train de remplacer, faute de mieux, l'investissement public. Hein, exactement. C'est ce qu'on ressent dans nos territoires, en tout cas. Et pour revenir sur les bijoux de la couronne, quand même, parce que je voudrais qu'on en parle avant de terminer cette émission, à qui incombe pour vous la responsabilité d'un tel cambriolage? Est-ce que c'est à la direction du musée? Est-ce que c'est à l'État? Est-ce que c'est les coupes budgétaires? Alors, j'ai vu aussi passer cette histoire de mot de passe qui serait le mot de passe. Windows 2000. Comment on peut arriver à une telle stupidité, même, pardonnez-moi, mais... Dans notre pays, il faut quand même se dire qu'on a des responsables. On a des responsables dans les administrations, on a des responsables chez les politiques. Madame Dati est ministre de la Culture, il y a la directrice du musée du Louvre qui a été auditionnée dès les jours d'après, qui d'ailleurs, je crois, avait préalablement déposé sa démission, puis elle a été finalement refusée par Madame Dati. Mais en fait, le problème qu'on a dans notre pays, c'est que dès qu'il y a un problème, là c'est un grave problème de cambriolage, on ne sait pas qui sont les responsables. Bon, on a regardé, ce matin, il y a une commission d'enquête qui est sortie, un rapport de la commission des comptes, on voit qu'il y a énormément d'argent qui a été donné au Louvre. La question c'est
comment a-t-il été utilisé? Il a été mal utilisé. Je sais qu'il y a par exemple la polémique qui avait coûté plus de 500 000 euros. On a préféré refaire des cuisines au lieu, par exemple, d'améliorer la sécurité du Louvre, qui avait d'ailleurs été une promesse d'Emmanuel Macron. Ensuite, le deuxième sujet, c'est je crois qu'on a vraiment négligé la sécurisation du Louvre pour faire peut-être un peu plus de beau. Alors c'est très bien, mais à un moment donné, il faut quand même se dire qu'avant, on avait un système de sécurité qui coûtait moins cher et qui était plus performant. Là, ils n'ont toujours pas retrouvé aucun bijou. Hein. Mais c'est surréaliste. Surtout quand on voit l'équipe qui était au départ, c'était les Spaggiari, et puis on s'est arrivé à être vraiment le grand guignol. Donc ces types-là n'ont pas parlé parce que c'est pas une commande officielle. Ces gens-là n'ont jamais. D'ailleurs, les forces de l'ordre les ont quand même retrouvés très rapidement. Donc voilà. On doit quand même les féliciter pour cela. Et effectivement, espérons qu'ils les fassent parler. Pierre-Jean Chalençon avait dit qu'il irait les chercher lui-même. Alors moi, je suis prêt à y aller. D'ailleurs, je vous dis, s'il y a un des voleurs qui veut se faire pardonner, il m'appelle, il m'envoie un message, je viens chercher les bijoux et je le vendrai pas et je le remercierai, je l'inviterai à bouffer. Mais je veux dire, il y a un moment, faut arrêter. Le problème du Louvre, le problème des responsabilités, ma chère Magali, eh bien, c'est simplement ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient tellement persuadés qu'on n'attaquerait jamais le Louvre, qu'ils ont jamais sont dit, mais le Louvre, jamais on attaque le Louvre. On est en plein Paris, il y a des caméras partout, il y a des forces de l'ordre qui passent toutes les 5 minutes. C'est tellement pas possible. Et en fait, c'est pour ça qu'ils se sont fait avoir comme des bleus. En 7 minutes. C'est là où c'est quand même inacceptable. Il aurait dû avoir, je suis désolé, dans une entreprise privée, ces gens-là auraient été limogés immédiatement. L'image de la France en est ressentie. Vous le disiez, monsieur le député, qu'à l'étranger, c'était une catastrophe. Je viens de l'étranger. J'étais en Asie, j'étais à New York il y a quelques temps. On est à chaque fois la risée du monde. La France est la risée du monde. C'est terrifiant ce qu'on se prend en ce moment. Vous ne vous imaginez pas. Mais la France prend des coups à son image. Quand d'abord le président de la République ne respecte pas notre identité française et nous met mal à l'aise à l'international, ça crée quand même un problème. On n'est pas capable de se défendre nous-mêmes. Et le deuxième sujet, pour revenir précisément sur le Louvre, avant, un système qui coûtait moins cher, on avait des vitrines blindées, ce qui permettait de faire, je crois, descendre le matériel au musée du Louvre directement et de le sécuriser. Et en fait, la directrice du Louvre et donc les investissements qui ont été faits, ils permettent donc d'être plus beaux mais moins sécurisants. Et en fait, c'est un peu à l'image de ce qu'on fait, c'est-à-dire on a toujours des investissements qui coûtent plus cher, donc plus d'argent public. En ce moment, on est sur les débats budgétaires, donc on cherche de l'argent, comment l'argent est mal utilisé, comment l'argent est trop pris aux Françaises et aux Français, et on l'utilise très mal. Et à la fin des fins, dans cette affaire, et je finirai là-dessus, en fait, on n'a aucun responsable, ni politique, ni administratif. Et donc, à la fin des fins, il ne se passera rien jusqu'au prochain cambriolage d'un prochain musée. Et je vous signale, vous avez entièrement raison, monsieur le député, mais il y a quelques mois, le musée de Clermont-Ferrand, pas de Clermont-Ferrand, mais de Clermont-Ferrand, avait été attaqué. Le musée d'histoire naturelle, la même chose. Toutes les semaines, depuis plusieurs mois, ça c'est une catastrophe. On passe très vite aux questions Flash and Cash. Cette émission est passée beaucoup trop vite. Attention, les questions Flash et Cash. C'est le moment préféré de nos auditeurs, c'est les questions. Alors, une question, une réponse directe, Pierre-Jean. Oui. C'est cash, bon ça j'ai pas de problème. Pas d'échappatoire, pas de pirouette, on y va vite. Alors, Jordan Guiton, pensez-vous qu'il faut vraiment interdire le site Shein ou lui imposer des conditions de vente plus drastiques ? Je pense qu'il faut interdire Shein en France. Pierre-Jean Chalençon, c'est qui l'acheteur de Affaires conclues avec qui vous avez encore des contacts et celui que vous ne voulez plus voir ? J'ai des contacts avec beaucoup. Celle avec qui j'ai plus tellement envie d'avoir de contacts, c'est Caroline Margeridon. Ah, t'es fâché avec elle ? Comment ? J'étais son meilleur ami, j'étais vraiment, on passait notre vie ensemble et du jour au lendemain, elle m'a acheté comme un vieux mouchoir, donc c'est pas très sympa. C'est pas à cause de Lynn Renault, ça ? Non. Ah. Pourquoi tu crois qu'elle t'a jeté ? Je sais pas. Peut-être qu'elle valide pas certains propos. Non, c'est pas ça, mais parce qu'elle aussi, c'est une pétroleuse. Mais non, je sais pas, elle m'a trahi. Moi, j'aime pas qu'on trahisse. En amitié, je ne trahis jamais personne. Alors, Jordan Guiton, pensez-vous qu'il faut créer des lois pour éviter de voir partir les jeunes s'installer à l'étranger comme Dubaï ou Bali, par exemple ? Alors non, pas créer des lois. Il ne faut pas contraindre les Françaises et les Français qui veulent aller étudier à l'international. Par contre, il faut tout faire pour qu'ils restent ou au moins qu'ils reviennent. C'est ça, pour éviter de les voir Exactement, partir. mais on ne va pas créer une loi pour empêcher les jeunes de voyager. Non, je dis pas pour empêcher, je dis pour éviter qu'ils s'en aillent. Est-ce qu'il faut changer des choses ? On ne peut pas créer une loi. Par contre, on peut créer tout un système économique, sécuritaire, qui fait qu'il est bon de vivre en France et de travailler en France et d'investir dans nos territoires. Pierre-Jean Chalençon, pensez-vous que Rachida Dati est la bonne candidate pour remplacer Anne Hidalgo à la mairie de Paris ? Je suis totalement persuadé que Rachida Dati fera la meilleure maire de Paris depuis au moins 40 ans. C'est une femme brillante, intelligente, qui sait ce qu'elle fait.
Et à la mairie de Paris, elle sera extraordinaire. Je suis désolé, à la culture, c'était pas ça. Il veut se faire racheter. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, j'apprécie beaucoup Rachida. Elle le sait. On se connaît depuis longtemps. Elle a été là pour des moments compliqués par rapport à ce que j'ai eu dans ma vie. Mais le problème, c'est que à la culture, c'est pas ça. Mais sinon, en tant que mère, elle est extraordinaire. C'est une femme de grande droiture. C'est une belle femme. Elle a éduqué sa fille magnifiquement. C'est quelqu'un pour qui j'ai le plus grand respect. Voilà. Alors, merci Pierre-Jean Chalençon. Merci Jordan Guiton. Merci à vous. Merci pour cette émission. Alors, on se retrouve lundi à 20h sur Sud Radio. Tout de suite, vous retrouvez les clés d'une vie avec Jacques Pessis et ses invités, le duo comique Jacques Pessis. Les Chevaliers du Fiel. Je l'ai connu avec Charles Trenet. Oh. Il l'appelait Pissounet. On retrouve Pissounet là. Tout de suite sur Sud Radio. Mais c'est vrai, il l'appelait Pissounet. Sud Radio, elle casse les codes, elle fait le show. Des politiques aux influenceurs. Tout le monde a droit à défendre ses valeurs. On vit pas dans la même France. Chaque soir, Magali donne la chance de s'écouter sans arrogance. Dans un débat pour la même France. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Avec Body Minute. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.